Mon mari me trompait avec une jeunette de 21 ans et lui offrait tous les luxes. Mais j'ai subtilisé tout son argent et 2 jours plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide compte beaucoup. L'odeur du café flottait encore dans l'air lorsque j'ai trouvé ce justificatif qui traînait derrière le bureau. Mon cœur a failli s'arrêter. C'était un reçu d'une bijouterie du centre-ville, daté de la semaine précédente, d'une valeur de 3 000 €. J'ai reconnu la signature de Gérard dans le coin inférieur, cette écriture penchée que je connais depuis 42 ans. Je m'appelle Françoise, j'ai 67 ans, et à ce moment-là, tenant ce papier entre mes doigts tremblants, j'ai senti que toute ma vie s'écroulait. Gérard était parti tôt pour une réunion, comme il le faisait depuis des mois, ou du moins, c'est ce qu'il me disait. 3 000 € dans une bijouterie. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois qu'il m'avait offert un bijou. À notre dernier anniversaire de mariage, j'ai reçu une bise rapide et un joyeux anniversaire Françoise, chuchoté entre le café du matin et sa course au travail. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, ce même fauteuil où j'ai allaité. Nos 3 enfants, où je cousais les vêtements de la famille les soirs froids à Lyon, où j'ai passé tant de nuits à attendre le retour de Gérard. Maintenant, je l'attendais de retour de où, au juste? Ma poitrine s'est serrée. J'ai dû poser ma main sur mon cœur, sentant qu'il battait de façon irrégulière. 67 ans de vie, 42 de mariage, et j'étais là, tremblant comme une gamine effrayée, découvrant que je ne connaissais peut-être pas l'homme avec qui je partageais mon lit depuis si longtemps. J'ai gardé le justificatif dans mon sac. Je ne savais pas encore quoi faire de cette information, mais quelque chose en moi murmurait que ce n'était que le début. La semaine suivante, j'ai commencé à remarquer des choses qui passaient inaperçues auparavant. Gérard rentrait avec une odeur de parfum différente, un parfum sucré, jeune, qui n'était certainement pas le mien. Ses vêtements avaient dans des taches de rouge à lèvres rose, une couleur que je n'ai jamais portée de ma vie. Gérard, ai-je appelé un soir, quand il est rentré presque à minuit. C'est quoi ce parfum? Il ne m'a même pas regardé. Il a juste murmuré quelque chose sur le fait d'avoir parlé avec des clients toute la journée et il est allé directement prendre une douche. Le bruit de l'eau qui coulait s'est mélangé au son de mon cœur qui se brisait un peu plus. 2 semaines plus tard, en fouillant dans son tiroir pour chercher un document de l'entreprise, j'ai trouvé d'autres justificatifs. Une boutique de vêtements pour femmes. Taille 36. J'ai toujours fait du 44. Un restaurant chic de la ville, dîner pour 2 personnes. Nous n'avions pas dîné au restaurant depuis des années. Ma gorge s'est serrée. J'ai dû m'appuyer sur la commode pour ne pas tomber. Là, la vérité se révélait petit à petit, comme une photographie qui apparaît dans le révélateur. Chaque justificatif était un coup de poignard silencieux dans ma poitrine. Chaque mensonge de sa part était un morceau de ma dignité qui s'effondrait. « Tout va bien, maman ?» Patricia était apparue à la porte de la chambre, ma fille de 38. On me regardait avec inquiétude. « Oui, ma chérie, » ai-je menti, cachant les papiers dans mon dos. Je cherchais juste des documents. Elle m'a embrassée et est sortie. Comment pourrais-je dire à ma propre fille que je soupçonne que son père me trompe? Comment pourrais-je parler de l'humiliation que je ressentais? Cette nuit-là, allongée, à côté de Gérard, j'ai observé son visage dans l'obscurité. Le même visage que j'ai embrassé à l'autel de l'église Saint-Jean à Lyon il y a 42 ans. Le même homme qui a pleuré quand nos enfants sont nés. Le même qui m'a serré dans ses bras quand nous avons perdu ma mère. Est-ce que tout ce temps passé ensemble ne signifiait rien pour lui? Gérard ronflait doucement. Le sommeil paisible de celui qui n'a pas de culpabilité sur la conscience, ou de celui qui avait appris à vivre avec elle très bien. Le lendemain, j'ai décidé de passer à son entreprise. Il y a des mois que je n'y étais pas allée. Il disait toujours que j'étais trop occupée avec la maison. En fait, Gérard avait commencé à me décourager d'y aller, prétextant que je dérangeais le déroulement des affaires. Quand je suis entrée dans le bureau, une jeune femme était assise à la réception. Cheveux longs et lisses, ongles manucurés, portant un chemisier rose qui coûtait certainement plus cher que ma robe. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. « Bonjour, puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, souriant d'une manière qui m'a semblé forcée. « Je suis la femme de Gérard », ai-je répondu,
observant le changement immédiat dans son expression. « Ah, il n'est pas là !» a-t-elle balbutié, tripotant nerveusement les papiers sur la table. « Il est parti pour un chantier. » Mes yeux ont capté chaque détail de cet environnement. Un petit sac Cher dans le coin de sa table, une bague dorée qui brillait sous la lumière du bureau, le même parfum sucré que je sentais sur les vêtements de mon mari. « Quel est ton nom, ma chérie ?» ai-je demandé, gardant une voix calme. « Yasmine » a-t-elle répondu, évitant mon regard. Yasmine. Un nom jeune, moderne, le genre de nom que ma génération n'a jamais eu. Je suis sortie de là avec les jambes flageolantes, mais avec une certitude lourde dans la poitrine. Voilà, la propriétaire du parfum, du rouge à lèvres, des vêtements taille 36. Je suis rentrée à la maison et me suis assise sur le balcon, observant le mouvement de notre rue. Des voisins qui me saluent depuis des décennies, des enfants que j'ai vus grandir, la vie qui suit son cours normal pendant que mon monde s'écroule en silence. Gérard est rentré pour le dîner avec la même allure que toujours. Il m'a embrassée, rapidement sur la joue, et s'est assis à table. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, servant les haricots verts comme je le faisais depuis 42 ans. « Normal, Françoise. Beaucoup de courses. Tu sais comment c'est. » Je savais, oui. Maintenant, je savais exactement comment c'était. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert une bouteille de vin que nous gardions pour les grandes occasions. J'ai bu un verre seul, assise à la table, où nous avons si souvent partagé des repas, des conversations, des projets pour l'avenir. Quel avenir? À 67 ans, découvrant que mon mari avait une maîtresse, assez jeune pour être notre petite fille. Le vin est descendu amer dans ma gorge, mais pas aussi amer que la réalité que je portais maintenant seule. Dehors, Léon dormait paisiblement. À l'intérieur de la maison, je commençais à découvrir que toute ma vie avait été un mensonge, très bien raconté. Les jours suivants ont passé comme un brouillard dense. Je faisais semblant d'être normale, tout en observant chaque mouvement de Gérard, chaque changement dans sa routine, chaque mensonge qui sortait de sa bouche avec la naturalité de quelqu'un qui respire. Un jeudi, il a dit qu'il devait se rendre à Paris pour régler des problèmes avec des fournisseurs. Il serait absent jusqu'à samedi. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai simplement hoché la tête et lui ai souhaité un bon voyage. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Simone, notre voisine de toujours, qui travaille à la mairie et connaît tout le monde dans la ville. « Simone, connais-tu une jeune femme appelée Yasmine qui travaille dans l'entreprise de Gérard ?» Il a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Un silence qui a duré trop longtemps. « Françoise, pourquoi tu demandes ça ?» Juste par curiosité, je l'ai rencontrée l'autre jour au bureau. Ma petite Françoise, la voix de Simone est devenue basse, presque un murmure. « Viens chez moi, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est emballé. J'ai marché jusqu'à chez elle avec les jambes lourdes, comme si elles étaient en plomb. Simone m'a accueilli avec un regard plein de pitié qui a fait plus mal que n'importe quel mot. « Assieds-toi, ma chérie, » a-t-elle dit, me guidant jusqu'au salon. Je ne savais pas si je devais te le dire ou non. « Dis-le-moi, Simone, s'il te plaît. » Elle a pris une profonde inspiration, tordant ses mains dans son tablier. « Yasmine, c'est la fille de Chantal, celle qui travaille au service des permis de construire. Elle a 21 ans, Françoise. 21 ans. 21 ans. L'âge que Patricia avait quand elle s'est mariée. L'âge que j'avais quand j'ai rencontré Gérard. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tout le monde en ville en parle, ma chérie. Que Gérard l'emmène au restaurant, qu'il lui a acheté un appartement dans le centre. Un appartement? Ma voix est sortie comme un souffle. Simone a acquiescé, les yeux pleins de larmes. Dans le nouvel immeuble près de la place, on dit qu'il est entièrement meublé avec tout ce qu'il y a de mieux. Je suis rentrée à la maison en marchant comme un fantôme. Chaque pas faisait mal, chaque respiration était un effort. 42 ans de mariage. 42 ans à prendre soin de cet homme, à laver ses vêtements, à faire ses repas, à élever ses enfants. Pour ça, j'ai appelé Patricia, mais quand j'ai entendu sa voix joyeuse de l'autre côté de la ligne, je n'ai pas pu parler. Comment dire à ma fille que son père me trompait avec une fille de son âge? « Maman, tout va bien ?»« Oui, ma chérie.
Je voulais juste entendre ta voix. J'ai raccroché et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années, avec des sanglots qui venaient du fond de l'âme, mouillant le tablier que je portais depuis si longtemps. Samedi, Gérard est rentré de son soi-disant voyage plus tard que prévu. Il est arrivé en fredonnant, avec une vitalité que je n'avais pas vue chez lui depuis des mois. Il portait un petit sac à la main. « Je t'ai rapporté un petit cadeau », a-t-il dit, en me tendant une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une paire de boucles d'oreilles simples, de la fantaisie bon marché. Le genre de cadeau qu'on achète dans n'importe quelle boutique du centre, commercial, sans attention, sans pensée, un cadeau de consolation. « Merci », ai-je murmuré, rangeant la petite boîte dans le tiroir avec d'autres cadeaux insignifiants qu'il m'avait offerts ces derniers temps. Cette nuit-là, au lit, Gérard a essayé de me toucher. Pour la première fois en 42 ans de mariage, j'ai fait semblant de dormir pour éviter le contact. Je ne supportais pas l'idée que ces mêmes mains qui touchaient une fille de 21 ans me touchent aussi. Il a renoncé rapidement et s'est tourné de l'autre côté. Peut-être même soulagé. Lundi, j'ai décidé de faire une chose que je n'avais jamais faite. J'ai suivi Gérard. Je l'ai attendu de partir au travail et, une demi-heure plus tard, j'ai marché jusqu'au centre-ville. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde dans la rue pouvait l'entendre. Le nouvel immeuble près de la place était impossible à manquer. Moderne, avec des vitres réfléchissantes, un ascenseur, le genre d'endroit où des gens comme moi n'ont jamais vécu. Je me suis assise sur un banc de la place en face et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 11h30 du matin, j'ai vu Gérard sortir de l'immeuble. Il regardait autour de lui, nerveux, comme quelqu'un qui ne veut pas être vu. 5 minutes plus tard, Yasmine est apparue, à la porte. Elle portait une robe bleue qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité. Elle portait un sac que j'avais reconnu dans une vitrine chère de la ville. Ils se sont séparés au coin de la rue. Il est retourné à l'entreprise. Elle est allée en direction du salon de beauté. Voilà la confirmation que mon cœur savait déjà, mais que ma tête refusait d'accepter. Mon mari entretenait une jeune maîtresse dans un appartement du centre-ville, pendant que je restais à la maison à m'occuper d'une vie qui apparemment ne signifiait plus rien pour lui. Je suis rentrée à la maison avec les yeux secs, mais la poitrine en lambeaux. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai regardé autour de moi. Ce réfrigérateur que nous avons acheté il y a 10 ans, à crédit. La table où nos enfants ont fait leurs devoirs. Les casseroles usées à force d'être utilisées, mais qui faisaient encore les plats que Gérard aimait tant, ou aimait. Depuis des mois, il touchait à peine à la nourriture que je préparais, prétextant toujours un manque d'appétit ou la hâte. Cet après-midi-là, quand il est rentré du travail, j'ai observé chaque détail. Les cheveux coiffés différemment, la chemise repassée avec un soin que je ne faisais plus, le parfum différent qu'il vaporisait avant de sortir. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, comme je le demandais toujours. « Bien », a-t-il répondu, comme il répondait toujours. Mensonge. Sa journée s'était passée entre l'entreprise et l'appartement de sa maîtresse, entre la vie réelle et la vie secrète qu'il s'était construite. « Gérard », ai-je commencé, sentant le courage monter dans ma gorge. « Puis-je te poser une question ?» Il a levé les yeux de son téléphone, irrité d'avoir été interrompu. « Quelle question ? Est-ce que tu m'aimes encore ?» La question est sortie avant que je puisse le regretter. 42 ans de mariage, et j'étais là, à 67 ans, à demander si mon mari m'aimait encore. Il est resté silencieux pendant un temps qui a semblé éternel. Puis, il a soupiré, comme si ma question était une gêne. « Françoise, quelle question ? Bien sûr que je t'aime. Nous sommes mariés depuis 42 ans. » Être marié n'était pas synonyme d'aimer. J'apprenais cela de la pire des manières. C'est que tu es si distant. C'est le travail, ma femme. Tu sais comme il est difficile de faire tourner l'entreprise. Mensonge. Je savais que l'entreprise allait bien. Je l'ai toujours su parce que j'ai toujours aidé à la partie administrative. Ce qui était difficile, c'était de maintenir 2 maisons, 2 vies, 2 femmes. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis sortie sur le balcon et j'ai regardé le ciel étoilé de Lyon. Les mêmes étoiles qui brillaient quand je me suis mariée, quand mes enfants sont nés, quand nous avons construit notre vie ensemble. Maintenant, elles semblaient être les témoins silencieux d'un mensonge qui durait depuis combien de temps ?
Des mois, des années. Je me suis appuyée sur la rambarde et j'ai laissé les larmes couler librement. Ce n'étaient plus des larmes de découverte ou de surprise. C'étaient des larmes de deuil. Deuil de la vie que je pensais avoir, de l'homme que je pensais connaître, de la sécurité que je pensais posséder. À 67 ans, je découvrais que je ne savais rien sur rien. Le vent froid du matin a séché mes larmes, mais n'a pas séché la douleur qui s'était installée dans ma poitrine comme une tumeur silencieuse, grandissant chaque jour, chaque mensonge, chaque sourire faux que je recevais en échange d'une vie entière de dévouement. Et pour la première fois en 42 ans de mariage, je me suis demandé ce que j'allais faire de cette douleur qui semblait trop grande pour tenir en moi. La semaine a passé lentement, comme une blessure qui ne guérit pas. Je faisais semblant d'être normal pendant la journée, mais les nuits étaient un enfer de pensées qui ne me laissaient pas dormir. Gérard à mes côtés, ronflant paisiblement, pendant que je comptais les heures sur l'horloge numérique qui clignotait dans l'obscurité. C'est un jeudi que tout est devenu encore pire. J'étais au supermarché, en train de faire les courses, de la semaine quand j'ai entendu 2 femmes parler dans le rayon des produits d'entretien. « Tu as vu comme Yasmine était belle hier au restaurant ?» disait l'une d'elles. Mon sang s'est glacé. J'ai fait semblant de lire l'étiquette d'un détergent. Tout en tendant l'oreille. Oui, et cet homme plus âgé qui était avec elle. Il doit être riche. Quelle chance elle a. On dit qu'il lui a acheté un appartement entièrement meublé. Imagine avoir un homme qui te traite comme ça. C'est vrai. Et sa femme ne sait rien, la pauvre. Elle doit être à la maison à s'occuper de la routine pendant qu'il joue les beaux gosses. J'ai laissé le chariot là et je suis sortie du supermarché avec les mains tremblantes. Dans la rue, j'ai dû m'appuyer contre un poteau pour ne pas tomber. Toute la ville était au courant. Tout le monde commentait mon mari et sa jeune maîtresse, sauf moi, l'idiote qui restait à la maison à préparer le dîner pour un homme, qui me regardait à peine. L'humiliation a brûlé ma gorge comme de la bile. Je suis rentrée à la maison en marchant lentement, sentant le regard de chaque voisin, imaginant si tous savaient, s'ils chuchotaient sur moi dans mon dos. « Comment ? Ça s'est passé au supermarché ?» a demandé Gérard quand je suis arrivée, ne levant même pas les yeux de son téléphone. « Normal », ai-je répondu, rangeant les quelques affaires que j'ai réussi à acheter avant de partir en courant. Ce soir-là, il a dit qu'il sortait pour une réunion avec des hommes d'affaires de l'extérieur, qu'il rentrerait tard. Encore un mensonge déversé sur mon visage, comme si j'étais une imbécile. Après son départ, bien mis et parfumé, j'ai appelé Maxime, mon fils aîné. « Maxime, est-ce que je peux venir chez toi pour discuter ?»« Bien sûr, maman. Il s'est passé quelque chose ?» Quand je suis arrivée chez lui, Maxime regardait la télévision avec sa femme. Je me suis assise sur le canapé et j'ai essayé de trouver les mots justes. Mais comment dire à son fils que son père trompe sa mère ? « Mon chéri, il faut que je te dise quelque chose à propos de ton père. » Maxime a éteint la télévision et m'a regardé attentivement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout raconté. Yasmine, l'appartement, les dépenses, les mensonges. À chaque mot, je voyais le visage de mon fils changer d'expression. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant de longues minutes. Puis, il a soupiré et a passé sa main sur son visage. « Maman, je me doutais déjà de quelque chose. » « Comment ça ? » La semaine dernière, j'ai croisé papa au centre-ville. Il sortait d'un immeuble avec une jeune femme. Quand il m'a vu, il est devenu nerveux. Il a dit que c'était juste une employée de l'entreprise. Mon cœur s'est encore plus serré. Même mon propre fils avait été témoin de la trahison et ne m'en avait pas parlé. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Maxime ?» Il a baissé la tête, gêné. « Je n'étais pas sûre, maman. Et, enfin, je ne savais pas comment te dire une chose pareille. » Sa femme, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'est immiscée. « Madame Françoise, vous êtes sûre de ne pas exagérer ? Parfois, on imagine des choses. » Je l'ai regardée, incrédule. « Exagérer ? J'ai vu de mes propres yeux. C'est que, enfin, les hommes ont parfois leurs besoins. L'important, c'est qu'il est toujours bien subvenu aux besoins de la famille. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon propre fils est resté silencieux. Il ne m'a pas défendu.
C'était comme si j'étais obligée d'accepter la trahison. Parce que Gérard a toujours bien subvenu aux besoins de la famille. « Maman, a finalement dit Maxime, peut-être que tu devrais laisser tomber. Papa a déjà un certain âge, ce n'est peut-être qu'une passade. Ça passera. » Je suis sortie de chez mon fils avec le cœur brisé en morceaux encore plus petits. Même mes propres enfants n'étaient pas de mon côté. Pour eux, je devais avaler l'humiliation et continuer à faire semblant que tout allait bien. Le lendemain, Patricia est apparue à la maison. Maxime lui avait tout raconté. « Maman, il faut arrêter avec cette paranoïa », a-t-elle dit en s'asseyant, dans la cuisine. « Papa ne donnerait jamais de raison de penser ça. »« Patricia, j'ai des preuves. » »« Quelles preuves? Des justificatifs de cadeaux? Il a pu les acheter pour n'importe qui. Tu te fais des idées pour rien. Et l'appartement? Et la jeune femme de 21 ans? Patricia a soupiré, impatiente. « Maman, tu as déjà 67 ans. Tu ne peux pas te mettre à faire des scènes de jalousie. C'est moche pour une femme de ton âge. » Moche pour une femme de mon âge. Comme si la trahison était de ma faute parce que j'étais vieille. Comme si je n'avais pas le droit de me sentir humiliée, trahie, rejetée après une vie entière de dévouement. « Patricia, ta fille, je suis ta mère. Comment peux-tu me parler comme ça? »« Je te parle comme ça parce que je t'aime, maman. Je ne veux pas te voir te ridiculiser en ville en répandant des commérages sur papa. » Des commérages? Ma propre fille appelait ma douleur des commérages. Cet après-midi-là, assise seule sur le balcon, j'ai vu Simone s'approcher. Elle avait ce visage de quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles. « Françoise, ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. » Mon estomac s'est retourné. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Simone? » « Yasmine, elle est enceinte. » Le monde a tourné autour de moi. J'ai dû me tenir à la chaise pour ne pas m'évanouir. « Enceinte? » De 2 mois. Sa mère en a parlé à la voisine, qui m'en a parlé. On dit que Gérard a déjà assumé qu'il était le père. Enceinte. À 67 ans, j'ai découvert que mon mari n'avait pas seulement une maîtresse, mais que cette maîtresse porterait un enfant de lui. Un enfant auquel il donnerait ce qu'il m'avait refusé si longtemps. De l'attention, de l'affection, du dévouement. « Et ce n'est pas tout, » a continué Simone, voyant que je ne m'étais pas encore remise du choc. « On dit qu'il va se séparer de toi après Noël, pour ne pas gâcher les fêtes de famille. Pour ne pas gâcher les fêtes de famille, comme si je n'étais qu'une gêne temporaire, un obstacle à éliminer au moment le plus opportun. » Simone m'a serrée dans ses bras pendant que je pleurais, mais même sa tendresse ne parvenait pas à atténuer la douleur qui semblait me ronger de l'intérieur. 67 ans de vie, 42 de mariage, et j'étais rejetée comme un vieux meuble dont personne ne veut plus. Quand Gérard est rentré ce soir-là, j'étais assise dans le salon, à l'attendre. Il a été surpris de me voir là. D'habitude, j'étais dans la cuisine en train de finir de ranger les affaires du dîner. « Il s'est passé quelque chose ?» a-t-il demandé en desserrant sa cravate. J'ai regardé cet homme qui avait partagé presque toute ma vie d'adulte, le père de mes enfants, l'homme qui m'avait promis l'amour éternel sur un autel, devant Dieu et tous nos proches. « Gérard, il faut qu'on parle. » Il a soupiré, comme si j'étais un poids, une gêne. « Françoise, je suis fatiguée. On peut voir ça demain? » « Non, on ne peut pas. C'est à propos de Yasmine. » J'ai vu la couleur disparaître de son visage. Pendant quelques secondes, il est resté paralysé, puis il a essayé de dissimuler. « Quelle Yasmine? De quoi tu parles? » « La Yasmine de 21 ans, qui travaille dans ton entreprise. La Yasmine qui est enceinte de 2 mois. La Yasmine à qui tu as acheté un appartement dans le centre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Gérard me regardait comme s'il calculait combien de mensonges il allait devoir inventer, ou s'il était déjà temps de tout avouer. « Françoise, je peux t'expliquer? »« Tu peux? Alors explique. Explique comment tu arrives à me mentir en face depuis des mois. Explique comment tu arrives à m'utiliser comme femme de ménage pendant que tu joues au petit copain avec une gamine. » Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi, il a passé ses mains sur son visage. Quand il m'a regardé de nouveau, il y avait une froideur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Françoise, tu n'es plus la femme que j'ai connue. Tu as vieilli, tu t'es installée. Un homme a des besoins.
Ces mots m'ont traversé comme une lame. 42 ans de mariage résumés en « tu as vieilli, tu t'es installé ». Et l'enfant, ai-je demandé en sentant les larmes couler. C'est le mien, oui, et je vais l'assumer. Yasmine me fait me sentir vivant de nouveau, Françoise. Me fait me sentir un homme. Et moi, qu'est-ce que je suis alors? Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de pitié et d'impatience, comme si j'étais un enfant ennuyeux qui faisait une crise. Tu es ma femme. Tu le seras toujours, mais ça ne veut pas dire que je dois vivre comme un mort. Cette nuit-là, Gérard a dormi dans la chambre d'amis. Je suis restée seule dans notre lit, à regarder le plafond, en sentant que toute ma vie avait été un mensonge bien raconté. Les jours suivants ont été les plus sombres de ma vie. Gérard me parlait à peine, il arrivait et partait comme si j'étais transparente. Au repas, il mangeait en silence, vérifiant son téléphone constamment, souriant à des messages qui n'étaient certainement pas les miens. C'est un matin de mardi que ma vie a commencé à changer. Gérard était parti précipitamment, oubliant une mallette de documents sur la table de la cuisine. Quand je suis allée la lui apporter à l'entreprise, j'ai trouvé quelque chose qui allait tout changer. À l'intérieur de la mallette, en plus des papiers habituels, il y avait une enveloppe, scellée adressée à l'étude de notaire. Mon cœur s'est emballé. Serait-ce la demande de divorce dont il avait parlé aux autres? Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas une demande de divorce, c'était bien pire. C'était un document transférant les parts de l'entreprise au nom de Yasmine, daté de la semaine suivante. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, en sentant le monde s'écrouler de nouveau. Il ne se contentait pas de me remplacer par une gamine, il lui livrait l'entreprise que nous avions construite ensemble pendant des décennies. L'entreprise où j'ai travaillé sans salaire pendant des années, en m'occupant de la comptabilité, en recevant les clients, en organisant les papiers. Mais alors je me suis souvenue de quelque chose que j'avais complètement oublié. Il y a 5 ans, lors d'une restructuration de l'entreprise pour des raisons fiscales, Gérard avait transféré temporairement toutes les parts à mon nom. C'était une manœuvre courante pour payer moins d'impôts. « C'est juste temporaire, Françoise », avait-il dit à l'époque. « Après, on inverse. Il n'y a pas urgence. » Sauf qu'il n'avait jamais inversé. Dans la précipitation du quotidien, nous avions simplement oublié le sujet. Ou plutôt, il avait oublié. Et cela signifiait que légalement, officiellement, j'étais la seule propriétaire de l'entreprise. J'ai couru au bureau et j'ai fouillé dans toutes les archives. J'ai trouvé la documentation. Françoise Maria Santos, seule propriétaire. De CM Matériaux de construction. Gérard n'était que le directeur opérationnel. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Non, ce n'était pas de l'espoir, c'était du pouvoir. Un pouvoir que je ne savais même pas posséder. Cet après-midi-là, j'ai attendu que Gérard rentre pour le dîner. Il est entré à la maison en parlant au téléphone, en riant doucement, visiblement en train de parler avec elle. « Mon amour, je dois te laisser », a-t-il dit avant de ranger son téléphone. La patronne est arrivée. Patronne. Il m'a appelé. Patronne avec ironie, sans savoir que j'étais littéralement sa patronne. Pendant le dîner, il était plus animé que d'habitude. Il a même essayé d'engager la conversation. « Françoise, je veux te parler d'une chose. »« De quoi ?» ai-je demandé, en faisant semblant de ne pas savoir. « Eh bien, de notre avenir. Je crois qu'il est temps d'officialiser notre séparation. C'est mieux pour tout le monde. » Vraiment ? Oui, et il y a autre chose. Je dois faire quelques changements dans l'entreprise. Des questions bureaucratiques, tu sais ? J'ai besoin que tu signes des papiers. Il ne dissimulait même pas. Il voulait que je signe ma propre sentence de pauvreté, qu'il facilite ma propre ruine. Quel genre de papier ? Rien de grave, juste des transferts de responsabilité pour faciliter la gestion. J'ai menti en disant que j'y réfléchirais et je suis allée me coucher, mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai passé toute la nuit à élaborer un plan. Si Gérard voulait jouer sale, je savais aussi jouer. Le lendemain matin, dès qu'il est parti, j'ai appelé M. Dubois, le comptable de la famille depuis plus de 20 ans. « Monsieur Dubois,
J'ai besoin de votre aide pour une question urgente. 2 heures plus tard, j'étais assise dans son bureau, avec tous les documents de l'entreprise éparpillés sur la table. « Madame Françoise », disait Monsieur Dubois en ajustant ses lunettes, « d'après la documentation ici, vous êtes effectivement la seule propriétaire de l'entreprise. Monsieur Gérard n'a aucun droit légal sur l'affaire. Et ses dépenses? Ces derniers mois, il a fait beaucoup de dépenses. » Monsieur Dubois a regardé les papiers en faisant des calculs. « Regardez ça. Appartements, voitures, bijoux, tout payé avec l'argent de l'entreprise. C'est un détournement de fonds, Madame Françoise. Un crime contre le patrimoine. » Crime. Le mot a résonné dans ma tête. Gérard ne me trahissait pas seulement émotionnellement, il me volait financièrement. Que puis-je faire? Vous pouvez le licencier immédiatement et exiger le remboursement de tout ce qui a été dépensé irrégulièrement. Vous pouvez aussi bloquer tous les comptes de l'entreprise et annuler les cartes bancaires professionnelles. Je suis rentrée à la maison avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je n'étais plus la Françoise. Humiliée et trahie. J'étais la Françoise propriétaire d'une entreprise, maîtresse de son propre destin. Cet après-midi-là, pendant que Gérard travaillait, je suis allée à la banque. J'ai changé tous les mots de passe des comptes. De l'entreprise, j'ai annulé les cartes de crédit professionnelles, j'ai transféré tout, l'argent disponible sur un nouveau compte que j'ai ouvert uniquement à mon nom. Ensuite, je suis allée à l'entreprise. La réceptionniste, cette Yasmine, m'a reçue avec ce sourire faux de toujours. « Bonjour, Madame Françoise. Monsieur, Gérard n'est pas là, il est parti régler des affaires. » « Je sais. En fait, je suis venue te parler. » Son sourire a vacillé. « À moi ? » ?»« Oui. Je suis venue t'annoncer que tu es licenciée. » La couleur a disparu de son visage. « Comment ça? Licenciée? Qui êtes-vous pour me licencier ?» J'ai sorti de mon sac le document qui prouvait ma propriété de l'entreprise. « Je suis la propriétaire de cette entreprise, et tu es licenciée pour faute grave. Liaison amoureuse avec un employé et participation à un détournement de fonds. » Yasmine a commencé à bafouiller en essayant de comprendre ce qui se passait. Mais Gérard a dit qu'il allait me faire associer. Gérard a menti. Il n'a pas le pouvoir de faire qui que ce soit associé à quoi que ce soit, parce qu'il ne possède rien ici. À ce moment-là, quelques employés se sont approchés, curieux de la confusion. J'ai vu dans leurs yeux un mélange de surprise et quelque chose qui ressemblait à du respect. « Madame Françoise a toujours été la vraie patronne ici, » a murmuré Julien, l'employé le plus ancien. « On l'a toujours. » Sous. Yasmine a essayé d'argumenter, elle a dit qu'elle allait en parler à Gérard, qu'il ne laisserait pas passer ça, mais je n'étais plus la femme qui se cachait de son mari infidèle. « Tu peux lui raconter, oui, et dis-lui de me retrouver à la maison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Je suis sortie de l'entreprise la tête haute pour la première fois depuis des mois. Dans la rue, j'ai salué les voisins comme je le faisais toujours, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Je savais qui j'étais, je savais ce que je valais. Gérard est rentré à la maison en début de soirée, bouleversé. Il est entré comme un ouragan, en criant avant même de me voir. « Françoise, quelle folie c'est ça? Tu as licencié Yasmine, annulé les cartes? Tu as perdu la tête ?» J'étais assise dans le salon, calmement, en train de boire ma tisane à la camomille. « Assieds-toi, Gérard. Nous allons discuter comme des personnes civilisées. Je ne vais rien m'asseoir du tout. Tu n'as pas le droit de toucher à mon entreprise. » « Ton entreprise ?» Je me suis levée doucement, j'ai pris les documents que j'avais laissés sur la table basse. « Gérard, tu te souviens d'il y a 5 ans, quand tu as transféré les parts de l'entreprise à mon nom ?» J'ai vu la confusion passer sur son visage. C'était juste une question fiscale. Cela n'a jamais été inversé. Officiellement, légalement, je suis la seule propriétaire de CM Matériaux de Construction. Tu n'es qu'un employé. Tu n'étais qu'un employé. Comment ça tu étais? Tu es licencié. Le silence qui a suivi a été total. Gérard me regardait comme s'il voyait un fantôme, comme si la femme soumise qu'il connaissait depuis 42 ans avait été remplacée par une étrangère. « Tu ne peux pas faire ça, » a-t-il dit finalement, la voix tremblante. « Je peux et je l'ai fait. J'ai parlé à Monsieur Dubois aujourd'hui. Il m'a expliqué très clairement mes droits, et il m'a aussi parlé du détournement de fonds.
Quel détournement de fonds? L'appartement de Yasmine, la voiture que tu lui as donnée, les bijoux, tout payé avec l'argent de l'entreprise. Mon entreprise. Gérard est tombé dans le fauteuil en passant ses mains sur son visage. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Françoise, parlons-en. Nous pouvons arranger ça. Non, Gérard, c'est toi qui as voulu jouer sale. Maintenant, assume-en les conséquences. Cette nuit-là, il a dormi dans la chambre d'amis de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas par son choix. C'était parce que je l'avais ordonné. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement, en sachant que je n'étais plus la victime de cette histoire. J'étais la maîtresse de mon propre destin. Les jours suivants ont été comme regarder un film de vengeance. Au ralenti, Gérard essayait d'argumenter, de supplier, de négocier, mais j'avais appris qu'après 42 ans à me faire piétiner, il était temps de rendre l'appareil. Vendredi, il est apparu dans la cuisine à l'heure du petit déjeuner avec une tête de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. « Françoise, il faut qu'on règle cette situation. Ça ne peut pas continuer comme ça. »« Quelle situation ?» ai-je demandé en servant mon café calmement. « Tu sais bien quelle situation? L'entreprise? Mon travail? » Yasmine. Ah, Yasmine. La gamine qui était en train de découvrir que sucer un homme marié n'était pas si simple quand cet homme perdait tout son argent. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rends-moi l'entreprise, Françoise. Elle a toujours été à moi. Tu n'as jamais rien compris aux affaires. J'ai ri fort, pour la première fois depuis des mois. Je n'ai jamais rien compris aux affaires? Qui crois-tu qui organisait tous les papiers quand tu commençais? Qui contrôlait les comptes, à payer et à recevoir? Qui répondait aux clients quand tu n'étais pas là? Il est resté silencieux. Il savait que j'avais raison. Gérard, tu as toujours pensé que j'étais ta femme de ménage gratuite. Je cuisinais, je lavais, je repassais, je m'occupais des enfants et en plus, j'aidais dans l'entreprise. Tout ça gratuitement, par amour comme vous dites. Mais tu es ma femme? Je le suis? Parce que si je me souviens bien, tu as dit que je n'étais plus la femme que tu as connue, que j'étais vieille et installée. Cet après-midi-là, Yasmine est apparue à ma porte. Elle était visiblement enceinte, son ventre commençant à se voir sous son chemisier. Elle avait les yeux rouges et une expression désespérée. « Madame Françoise, est-ce que je peux vous parler ?» Je l'ai laissée entrer, plus par curiosité que par gentillesse. Je voulais voir ce que la gamine avait à dire. Elle s'est assise, dans le salon, tordant ses mains nerveusement. « Je ne savais pas que vous étiez la propriétaire de l'entreprise. »« Tu ne savais pas ?» Gérard a toujours dit que c'était lui qui commandait, que vous étiez juste sa femme. Juste sa femme. Comme si femme était synonyme de paillasson. Et maintenant que tu sais la vérité, qu'est-ce que tu me veux? Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis enceinte, Madame Françoise. Et Gérard, il a dit qu'il ne pouvait plus m'aider financièrement, que vous lui aviez tout pris. Je n'ai rien pris qui ne soit pas à moi de droit. Mais et le bébé, son enfant? J'ai regardé cette gamine pleurer dans mon salon et j'ai ressenti un mélange étrange de pitié et de colère. Pitié parce qu'elle était très jeune et qu'elle s'était mise dans une situation compliquée. Colère parce qu'elle avait détruit ma famille. Yasmine, tu savais qu'il était marié quand vous avez commencé votre liaison? Elle a baissé la tête. Oui. Tu savais qu'il avait une femme mariée depuis 42 ans, qu'il avait des enfants et des petits-enfants? Oui, a-t-elle répété, d'une voix faible. Alors tu as fait tes choix en connaissant les conséquences. Maintenant, assume. Elle a essayé d'argumenter, elle a dit qu'elle regrettait, qu'elle avait été trompée par Gérard. Mais je n'avais plus de patience pour le drame des autres. J'avais mon propre drame à résoudre. C'est dans cette conversation que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Yasmine, désespérée, a commencé à raconter des détails que Gérard avait omis. « Madame Françoise, il y a une chose que vous devez savoir. Gérard, il m'a promis qu'il allait m'épouser. Je le sais. Non, vous ne comprenez pas. Il a dit qu'il avait déjà entamé la procédure de divorce il y a des mois. Il a dit que vous étiez déjà au courant de tout et que vous aviez accepté de vous séparer. » Mon sang s'est glacé. Comment ça?
Il m'a montré des papiers, des documents. Il a dit que le divorce serait prononcé dans quelques semaines. C'est pour ça que j'ai accepté de sortir sérieusement avec lui. Quel papier? Yasmine a ouvert son sac et a sorti quelques feuilles froissées. Il m'a donné ça. Il a dit que c'était la preuve que vous étiez en train de vous séparer. J'ai pris les papiers et j'ai senti le monde tourner. C'étaient des documents faux, très bien faits, simulant une procédure de divorce qui n'a jamais existé. Gérard avait trompé non seulement moi, mais aussi elle. Yasmine, ces documents sont faux. Il n'existe aucune procédure de divorce. Son visage est devenu blanc comme un linge. Comment ça faux? Ton petit ami t'a menti à toi aussi. Il m'a utilisé comme excuse pour te conquérir et il t'a utilisé comme excuse pour m'humilier. À ce moment-là, j'ai compris l'étendue de la manipulation de Gérard. Il avait créé une toile de mensonges, si complexe que ni moi, ni Yasmine ne connaissions la vérité complète. « Il y a encore une chose », a murmuré Yasmine, les larmes coulant librement. L'appartement, il a dit qu'il l'avait acheté pour moi, mais j'ai découvert qu'il était loué. Et les meubles sont financés. Appartement loué, meubles financés. Chaque cadeau qu'il lui avait fait était payé avec l'argent de l'entreprise et n'était même pas à lui en réalité. Et la voiture? Financée aussi, au nom de l'entreprise. Gérard avait construit une vie de mensonges sur des mensonges, en utilisant l'argent que j'avais aidé à gagner pour financer un fantasme qui n'était même pas réel. Quand Yasmine est partie, j'ai appelé M. Dubois de nouveau. Il fallait que je comprenne la situation financière réelle de l'entreprise après toutes ces dépenses. Madame Françoise, le trou est plus profond que nous ne l'imaginions, a-t-il dit après avoir fait les calculs. Entre l'appartement, la voiture, les bijoux et les autres dépenses, votre mari a détourné près de 200 000 € ces 2 dernières années. 200 000 €, c'était assez d'argent. Pour acheter une maison, faire un voyage à l'étranger, garantir une retraite tranquille, tout jeté par la fenêtre pour entretenir un fantasme adolescent. Mais il y a une bonne nouvelle, a continué M. Dubois. Avec les documents que vous m'avez apportés, prouvant que ce sont des dépenses personnelles payées avec l'argent de l'entreprise, on peut saisir la justice et tout récupérer. Cette nuit-là, quand Gérard est rentré à la maison, j'étais assise dans le salon avec tous les documents organisés sur la table basse. Les papiers de l'entreprise, les justificatifs des dépenses, les faux documents qu'il avait montrés à Yasmine. « Assieds-toi », ai-je dit quand il a essayé d'aller directement dans la chambre. Il a regardé la table pleine de papiers et a pâli. « Gérard, Yasmine est venue aujourd'hui. » Yasmine, qu'est-ce qu'elle voulait? Discuter. Et elle a fini par me raconter des choses très intéressantes. J'ai montré les faux documents. Tu lui as menti à elle aussi. Tu as dit que nous étions en train de divorcer depuis des mois. Il a essayé de nier, d'inventer des excuses, mais je n'étais plus disposée à écouter des mensonges. Ça suffit, Gérard. Assez de mensonges. Tu as créé une farce si grande que tu ne sais même plus ce qui est vrai. Françoise, je peux expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Monsieur Dubois m'a déjà tout expliqué. 200 000 € détournés de l'entreprise. 2 ans de dépenses personnelles payées avec de l'argent qui était à moi de droit. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Gérard savait qu'il avait été pris. Il n'avait plus où aller. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» a-t-il demandé finalement. « Je veux que tu sortes de chez moi, aujourd'hui. » Françoise. « Aujourd'hui, Gérard, tu peux prendre tes vêtements et rien d'autre. Le reste reste ici jusqu'à ce que la justice règle la situation des 200 000 € que tu me dois. » Il a essayé d'argumenter. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller, que Yasmine avait rompu avec lui quand elle avait découvert qu'il était fauché. Mais je ne ressentais plus de pitié. Tu aurais dû y penser avant de me traiter comme une merde. Cette nuit-là, Gérard a fait ses valises et est parti. 42 ans de mariage se terminaient là, à la porte de la maison que nous avions achetée ensemble quand nous étions jeunes et pleins de rêves. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Yasmine. Le bébé était né, un garçon. Elle vivait de nouveau chez ses parents et Gérard se montrait à peine pour visiter l'enfant. « Madame Françoise ?» a-t-elle dit d'une voix fatiguée. « Je voulais vous présenter mes excuses. Pour la première fois de ma vie,
Je comprends ce que vous avez vécu. Comment ça? Il m'a fait la même chose qu'il vous a faite. Il m'a promis un monde qui n'existait pas. Il m'a fait croire à des mensonges. La différence, c'est que vous avez supporté ça pendant 42 ans. Moi, je n'ai supporté que 2 mois. Aujourd'hui, 6 mois après tout ça, je suis assise sur le balcon de ma maison en train de boire ma tisane de l'après-midi comme je l'ai toujours fait. La différence, c'est que maintenant, je sais exactement qui je suis et ce dont je suis capable. L'entreprise fonctionne mieux que jamais. J'ai embauché un directeur compétent et honnête. Les 200 000 € ont été récupérés grâce à la justice. Gérard a dû vendre sa voiture et rendre ses bijoux pour payer sa dette. Mes enfants, après tout ce qui s'est passé, ont fini par comprendre que j'avais raison. Maxime m'a même présenté ses excuses pour ne pas m'avoir soutenu au début. Gérard m'appelle encore parfois. Il dit qu'il regrette, qu'il veut revenir, qu'il a appris à m'apprécier. Mais quand le téléphone sonne et que je vois son nom sur l'écran, je ne réponds tout simplement pas. Parce que j'ai appris que certaines erreurs sont trop grandes pour être pardonnées. Et que certaines personnes n'apprécient ce qu'elles ont que lorsqu'elles le perdent pour toujours. Aujourd'hui, à 67 ans, je suis une femme libre, maîtresse, de mon propre destin, et ça n'a pas de prix. Ils m'ont sous-estimée parce que j'étais vieille. Ils ont oublié que l'âge apporte aussi la sagesse. Et surtout, ils ont oublié que j'ai toujours été plus forte que je n'en avais l'air.